La magistrature du roi des Aulnes s'achève sur terre. Il était temps de revenir à la question qui me taraudait depuis si peu et si longtemps en même temps. Pourquoi le roi des Aulnes continuait-il à exister sur ma planète ? Je n'ai rien contre cet arbre maudit par la planète tout entière pour avoir servi d'exergue à une bande de nauséabonds sans nom, puisque lié à la non-maîtrise du soi, dans des situations on ne peut plus cocasses parfois, mais sans en être vraiment conscient de ces situations-là. Je sais, le sujet peut plaire ou déplaire, mais laissez-moi vous conter cette petite histoire d'arbre, bien récalcitrant à se laisser insulter de la sorte. Il était une fois un arbrisseau que nous nommerons Petit Aulne, qui ne savait plus se mettre, pour ne surtout pas être confondu avec le plus grand des rois qu'était son père. L'arbrisseau voulait lui aussi devenir roi, mais pas comme le sien, de père, un homme peu drôle et absolument pas sérieux en matière de désapprobation de la loi du petit arbrisseau en général. Il fallait savoir qu'au sein du royaume des Aulnes, le chêne faisait figure de petite frappe. C'est pour dire. Attendre qu'un chêne se réveille pour dire à l'arbre roi d'arrêter ses conneries de commandant d'un troupeau de moutons bien organisé, on avait le temps. Mais n'oublions pas que lorsque le chêne se réveille, c'est toute la forêt qui suit. Celle du magistère, des arbres de la pluie diluvienne que sont les saules, ainsi que celle des équipements forestiers que sont les navigateurs étranges, que sont les pauvres petites branches de bois perdus et maudits qui traversent non seulement les âges pour certains, mais également les prairies et les frontières les plus éloignées. Ainsi, les plus petites branches de rien du tout, oubliées de tous, parvenaient le plus souvent à faire porter l'information d'une rive à l'autre de notre royaume sylvestre. Il s'en fallut donc d'une branche d'aulne. Notre tout petit arbrisseau étourdi et peu vindicatif à l'habitude avait pourtant soufflé à la feuille de sa branche dernière, tombée dans l'eau, qu'il était temps d'informer le chêne de ce qui se passait dans son humble royaume à lui aussi, sans même qu'il ne s'en aperçoive du haut de ses 1001 années à contempler l'univers du ciel à la pointe de ses racines terrestres. Il fallait réveiller le chêne, se disait l'arbrisseau, car lui seul pourrait de ses longues et puissantes racines prévenir l'univers tout entier de ce qu'il se passait dans le royaume de l'Aulne sacré, lui aussi, mais en partant du bas de la colonne vertébrale. Il fallait sauver notre petit arbrisseau. Et la nature se prit le temps de l'écouter, de le comprendre, contrairement à notre ministre de la Justice, trop occupé à couper les branches de Madame l'Aulne pour que Monsieur Aulne ne la voie pas trop batifoler avec les organismes vivants du coin. En effet, la femme du roi avait très peur de devenir un chêne, et elle faisait tout pour ne pas lui ressembler, allant même jusqu'à couper ses racines les plus profondes pour se plier aux exigences de la loi en la matière. Pas une branche qui dépasse dans l'armée du roi des Aulnes, car même les arbrisseaux étaient remisés au même niveau que les adultes et les vieux, en l'occurrence. Le roi des Aulnes aimait ses enfants arbrisseaux plus que tout, mais parfois il s'y perdait entre l'amour du branchage superflu et celle des racines plus discrètes et moins interdites à l'aventure intérieure. Il fallait l'aider à mettre de l'ordre dans le royaume. Et la reine ne parvenait que très peu à comprendre, elle aussi, ce qu'elle devait faire dans cette histoire d'arbrisseau sans branches ni feuilles dégarnies à aimer. Il fallait intervenir vite,
et sans un moment d'hésitation. Seulement, la population d'Aulne n'avait rien compris à ce qu'il se passait dans la forêt des arbrisseaux lorsque la pouponnière, mise en avant sur la fierté de la nation sylvestre qu'ils étaient, se mettait à hurler sans cesse à une coupe trop franche de leurs branches pour ainsi les retrouver en masse dans la rivière qui les menait maintenant dans la forêt du roi des chênes. Et ce dernier n'en pouvait plus de toutes ces branches qui bouchaient non seulement son arrivée d'eau principale pour la forêt, mais également forçaient les castors à se battre entre eux pour avoir la meilleure part du gâteau de bois, ainsi amené en anniversaire permanent. Il fallait pourtant contraindre le chêne à réagir, car la plupart du temps, il se disait que l'univers allait bien s'occuper de ces petits morceaux de bois sans importance qui lui bouchaient l'irrigation du sol de la forêt. Mais là, cela devenait trop flagrant, et les seuls pleureurs eux-mêmes commençaient à relayer la nouvelle effarante du roi des aulnes qui coupait les branches de ses arbrisseaux bien trop tôt. Il était temps, se disait Leonardo, le roi des seuls pleureurs, en hurlant le long des travées multicolores de la mare aux canards, adjacente aux 2 bras de rivière qui menaient la danse des frontières de la région. On l'appelait le triangle d'or du comté de la mare aux canards. Là où Chêne, seul pleureur, et Aulne se taillaient la part du lion, face à la marée montante l'hiver et la sécheresse dévastatrice de l'été, passaient à chercher le seau d'eau, sans jamais le trouver, puisque, mis à mal, encore une fois, par le roi des aulnes. En effet, ces arbrisseaux avaient soif, et pour cela, il fallait le nourrir au sang de la vigne et du tertre séculaire, pour ne surtout pas le perdre dans la manœuvre. Car le roi des aulnes ne survivrait pas à la perte de ses arbrisseaux, et encore moins sa progéniture de dilettantes, qui se nourrissait du même travail en ce qui concerne la fabrique et la pousse des plantes servant à nourrir ces mêmes arbrisseaux. Il fallait donc assécher son voisin, pour ne pas mourir de soif et de peur soi-même. Le roi des aulnes se mit à pomper toute l'eau encore disponible, pour maintenant, dans la tourmente de l'automne si dévastateur en matière d'inondation, se mettre à récupérer toute la flotte pompée à outrance par le magistrat du comté de la ville des Arbrisseaux-Aulnes. En effet, plus aucune goutte d'eau ne passait à travers les barrages de castors de la forêt aux chênes. Et même le saule de la mare aux canards se retrouvait au sec, sans âme qui vive, pour nicher dans leurs racines protectrices, et bien triste d'une telle chose. Il fallait donc pour cela ouvrir le barrage de castors en premier, pour voir la cascade se former, et avec une vigueur de plus en plus croissante à la vue de nos saules et de nos chênes. En effet, les branches de nos petits arbrisseaux d'aulne commençaient à toutes parler en même temps, rendant le vieux chêne si triste de tout comprendre. Même si la litanie devenait on ne peut plus larmoyante et sans intérêt à la longue, car l'horreur des propos le mit en colère, au point d'invoquer la rose des vents pour lui en souffler la teneur. Vous savez, cette rose qui inonde le monde de ses nouvelles, et surtout de ses paroles toujours adressées à la même personne et au bon moment pour ce faire. Le chêne avait tout dit, sans faute, ni résurgence morale ou bon enfant vis-à-vis de son voisin, le roi des aulnes. Il fallait entrer en guerre, mais il ne le ferait pas seul, car les armées de la rose des vents sont si vivantes et si pleines de justesse qu'il fallait les associer à la manœuvre, car jamais un chêne ne part au combat
s'il n'est pas sûr de sa victoire au bout. Le chêne est si calme et plein de sagesse que la guerre ne fait que rarement partie de son vocabulaire. Mais la violence des actes de contrition, du coupage de la branche du savoir, qui concernait les aulnes, le rendait on ne peut plus noir de haine lui aussi, au point de devoir se confier à la rose des vents, qui lui confirma sa volonté de remettre de l'ordre dans cet équilibre de pacotille au fin fond de la forêt des aulnes. Le chêne forma ses bataillons et marcha vers la frontière au nord, entre la mare au canard des mille splendeurs et les deux bras de rivière qui formaient la frontière tant attendue en retour. Il envoya ses roseaux se mettre en couvre-feu transitoire pour laisser passer les haies de la victoire, celles qui cacheraient le mensonge à la vérité, pour lui permettre d'éclater au sein de toutes les forêts du monde. Et il était temps, car en arrivant dans la pouponnière aux arbrisseaux, il ne vit que l'insoutenable. Des branches tombaient en rafales par la découpe du passage offert aux aulnes. De passage sûrement, après une réunion entre émissaires du paradis de la fiscalité trompeuse, puisque la plupart des aulnes femmes ne savent pas que leur vertu réparatrice est en train de disparaître au profit du denier de la gloire perdue, en remboursant désespérément une dette sans fin, au profit du revendeur d'herbes sauvages, celui-là qui se serre au pied de l'aulne sans jamais le remercier ou le comprendre de tant de haine en retour. Il était temps, car les arbrisseaux tombaient les uns après les autres sous le coup de la maladie du pied racinaire, celle qui gangrène les vaisseaux pleins de sève pour les faire tarir à la longue et provoquer l'abcès de trop, celui-là qui mettra fin à une génération entière d'aulnes à la longue. Le chêne n'en pouvait plus. Il prit son confrère roi, le tira hors de sa tanière dorée, tout en lui demandant de ne pas réveiller ses ministres, car ceux-là devraient constater le lendemain matin sa présence, ou plutôt son absence du pays. Le chêne le mit sur son piédestal habituel, sa vieille cocotte en fonte usagée, qui lui servait d'escabeau pour crier à ses arbrisseaux de se taire et de faire ce qu'il ordonnait. Mais aujourd'hui, c'est le chêne qui allait le mettre sur son piédestal de honte et d'infortune, en placardant sur son tronc la chose suivante. Ici gît l'esprit du monde des aulnes passées, celui-là qui n'a jamais donné ni l'espoir et ni la force de vivre aux arbrisseaux de son peuple d'âmes sylvestres, si honorables et sans légende idiote à raconter. Il le mit bien en évidence, sans tache de rousseur ou de bonheur à envier, car il se devait d'être pur et limpide de toute fioriture pour enfin le voir en personne, l'arbre maudit qu'il était, celui qui étouffait les arbrisseaux, tout en cachant la nature exacte du yin et du yang dans son cœur d'arbre malfaisant. Il faisait le guet, le chêne, pour que personne n'oublie l'image du jour à venir, car même ses ministres, aussi tristes et complaisants qu'une armée de moutons sans berger à suivre de bonne nature, devaient le voir ainsi, en train de mourir de honte face aux atrocités qu'il avait commises. Et maintenant il était temps, car le Saint-Nicolas approchait, et les nouvelles âmes du Panthéon sylvestre se devaient de faire leur apparition, pour construire tout ce que le roi avait détruit de sa main d'aulne dévastateur, et cela jusqu'à la conscience même de son peuple de dégénérés vitaux qu'ils étaient devenus. Tous les arbres de la planète furent mis au courant, car le chêne en avait missionné les roseaux,
pour se pencher d'avant en arrière, sans jamais oublier les droites et les gauches pour mener l'information par les nénuphars et la vase du terrain de flottaison des navires d'alors, ceux qui oublièrent de parer à l'abordage du roi des aulnes, avant sa folie destructrice d'une lignée d'aulnes tout entière. Il était temps, car les arbrisseaux pouvaient encore être sauvés pour la plupart, et cela, grâce au chêne et ses racines millénaires, qui pouvaient rejoindre la terre au ciel, sans une once d'effort incommensurable. Et c'est ce qu'il fit, en insufflant le souffle de vie dans chaque petit arbrisseau encore en vie, sous sa coupe franche et massive, du parricide le plus féroce de la terre, qu'était ce roi des aulnes. On n'en entendit plus parler par la suite. Juste quelques vieilles branches mentionnaient parfois son nom pour effrayer les gamins de passage, et tous les arbrisseaux qui se prennent à rêver du monde des argonautes d'avant. Lorsque la toison d'or se résumait à une branche sans faim, ni soif, mais si avide de pouvoir, pour ainsi se laisser prendre au jeu de la pendaison, les soirs d'hiver, pour au printemps se retrouver démunis de tout, même de feuilles viables et protectrices pour les branches du savoir qu'ils étaient à l'époque. Ainsi, la comtesse que je suis vous donne en partage cette histoire d'aulne, en espérant que le roi ne se reconnaisse pas tout de suite. Car il ne va pas pouvoir fuir devant la colère du chêne et la dextérité du saule à lui rapporter tout ce que la nature lui donne en partage, en ces jours de conversion du faux bien, en véritable amertume pour la plupart. Mais ne soyez pas tristes, car je reviendrai, avec des histoires qui vous permettront de comprendre que moi aussi, parfois, je m'assimile à un de ces aulnes, qui n'avait rien compris à ce que son roi lui demandait de faire, pour ainsi se retrouver en panique, il y a bien longtemps maintenant, face à un de ces arbrisseaux dans le désespoir. Je vous souhaite une bonne semaine, car encore une fois, le décompte a commencé jusqu'à la Saint-Nicolas. Soyez en paix jusque-là, et vous saurez peut-être que le roi des aulnes disparaîtra avec la bête de la grotte aux ours.